Donc avant qu'on ne poursuive nos débats et notre Assemblée générale, je vous demanderai de consacrer un moment qui pour nous est important. C'est un moment d'hommage pour évoquer la mémoire de Robert de Caumont, qui était un pilier de notre association, qui nous a quittés le 14 août dernier. Il était à chacun de nos congrès, il était toujours très présent dans nos comités directeurs, il était également un précurseur de cette association, de la première loi montagne à 85. C'est, comme on appelle, un père fondateur de l'ANEM. Nous avons avec nous le plaisir d'avoir Louis, qui était le compagnon de route, également de Robert, qui a beaucoup œuvré pour l'ANEM, dans les différents combats, à la fois sur la première loi montagne, mais aussi tout au long des, puisqu'on l'a dit et on l'a redit à chacune de nos expressions, que le combat de la montagne, c'est un combat de chaque instant et un combat permanent. Donc aujourd'hui, on souhaite lui rendre un hommage particulier que l'on dédie évidemment au sien, en particulier à son épouse Janine, à qui nous adressons toutes nos pensées. Je vous propose d'avoir un petit retour vidéo sur lui qui va s'afficher derrière nous. Et puis ensuite, peut-être que Louis nous dira un petit mot parce qu'il sera beaucoup plus à même que moi, vu le parcours commun qu'ils ont eu, de pouvoir le faire. Donc je vous invite à regarder. Après la promulgation de l'acte 2 de la loi montagne, à laquelle il avait tenu à apporter sa contribution. La constance et la fidélité de l'engagement pour la montagne, qui lui était chevillé au corps, venaient de loin. Alors qu'il n'avait encore que 14 ans, il manifesta de façon remarquable son aptitude et son courage à s'engager pour des idées. On a fait un journal de classe qui s'appelait Le Petit Terroriste. Il s'appelait Le Petit Terroriste, il était sous-titré Hebdomadaire antinational-socialiste de la classe de 2e à 1. Voilà. Il était manuscrit en un exemplaire, il circulait dans toute la classe, il était lu par tous les élèves, y compris ceux qui étaient plutôt pour la collaboration, qui avait un journal d'ailleurs, qui s'appelait Réaction. Audace, modernité, goût du collectif et de la démocratie participative résumaient ses convictions qui ont structuré son action sa vie durant. Diplômé de l'ENA, où Michel Rocard, ami de ses années de scoutisme protestant, le retrouva, et dont il resta infidèle, il fut d'abord sous-préfet en Normandie. Passionné par la montagne, c'est aussi pour des raisons liées à la santé de son épouse qu'il vient s'y installer dans les années 70. Devenu député en 1981, il présida le parc national des Écrins pendant 4 ans. Élu maire de Briançon en 1983, il a donné une impulsion décisive à l'économie locale avec la construction de la gare téléphérique du Prorel, qui dessert les pistes de Serre-Chevalier et amena le ski à la ville. Briançon, c'était un peu la belle endormie. Or, cette ville a une vocation extraordinaire. Et il faut dire qu'elle a connu à cette époque-là un taux de croissance extrêmement élevé, le plus élevé de la région provençale Côte d'Azur pour des villes de cette catégorie. Fortement impliqué dans le développement local, il présida pendant 29 ans l'ADECODE, l'association de développement économique de la Haute-Durance, ce qui l'amena à prendre fait et cause pour les travailleurs pluriactifs et saisonniers, en vue d'atténuer les inégalités de traitement de toutes sortes qu'ils subissent. Il est également à l'origine de la création de la première maison des saisonniers, centre de ressources essentielles pour aider au quotidien des salariés, dont il existe aujourd'hui plus d'une trentaine sur toute la France. Député des Hautes-Alpes de 1981 à 1986, il fut un des artisans majeurs de la loi montagne du 9 janvier 1985. Rapporteur du texte à l'Assemblée, il sut démontrer que la solidarité montagnarde n'était pas un vain mot en parvenant à faire voter le texte à l'unanimité. Ça, c'est un pan de votre vie. Ouais. Ah oui, un pan de votre vie, pourquoi? Parce que c'est la loi montagne et le code de la montagne qui en est issu. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire parce que bon, c'était un besoin absolu.
On avait commencé avec Louis Besson, Mhm. qui était pas encore maire de Chambéry, il était maire de Barbie, une petite commune de la banlieue de Chambéry. C'est un vrai copain. On a travaillé ensemble, la main dans la main. À partir d'une commission d'enquête qui était simplement majoritaire, c'est-à-dire ses conclusions ont été adoptées à la majorité, quelques années après, une loi qui a été adoptée à l'unanimité, ce qui fait qu'elle était devenue incontournable. C'est dans ce contexte qu'il fut l'un des membres fondateurs de l'Association nationale des élus de la montagne à la fin de l'année 1984 et resta un membre très actif et fidèle du comité directeur dont il ne manqua aucune réunion en l'espace de 30 ans. Enfin, il restera le promoteur infatigable du Code de la montagne dont il a initié le prototype dans les années qui ont suivi la loi de 1985, que la loi créa en 2006 mais sans lui donner corps, et que l'ANEM a pris l'initiative d'éditer en 2014 avec son précieux concours. Avec la disparition de Robert de Caumont, la montagne perd aujourd'hui une de ses figures tutélaires, mais la politique de la montagne conservera pour longtemps encore son empreinte. Je laisse la parole à Louis, son compagnon de route. Merci, Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Délégué Général. Je suis effectivement parmi vous, puisque vous avez pris cette initiative d'évoquer la personnalité de Robert de Caumont, qui nous a quittés cet été. Et effectivement, c'est le souvenir de quelques milliers d'heures partagées sur ce dossier. Robert, chacun en garde le souvenir, bien sûr, parce que nul ne peut être indifférent à sa personnalité. Elle est déterminée, parfois abrupte, toujours tenace, et de ce fait souvent victorieuse dans les débats et les affrontements qui sont inévitables quand on plaide une cause. Robert de Caumont a été très utile dans cette démarche par sa culture juridique. Pour les plus anciens présents dans cette salle, il faut rappeler que dans toutes les années 70, après le discours de Vallouise de 1977, mais qui avait été précédé par ce qui avait été engagement de la loi pastorale en 1971-72, il y avait eu des engagements des gouvernements à faire une loi pour la montagne. Et je suis de ceux qui pensent que c'est assez dur pour les gouvernements de ne pas tenir leurs engagements. Et quand ils ne les tiennent pas, c'est que généralement, il y a des causes. Et la cause, une des causes, à la non-mise en chantier d'une loi pour la montagne dans les années 70, elle tenait au fait que la culture juridique française n'admet pas que la loi puisse être spécifique pour une partie d'un territoire ou pour une composante de la société. La loi, elle est d'application générale et on ne fait pas de loi particulière. À l'époque, en tout cas, il y avait un grand blocage dans les grands corps que vous connaissez. Il était utile que Robert de Caumont, avec sa formation juridique, soit de ceux qui aient contribué à surmonter cet obstacle. Il y en a d'autres, je le dis devant un membre du gouvernement, c'est qu'il est toujours très très difficile dans un pays comme la France de faire travailler ensemble plus de 2 et alors plus de 3 ministères, c'est la croix et la bannière. Or, il y a des sujets nombreux où c'est en se mettant tous autour de la table qu'on peut trouver les solutions. Alors vous avez repassé ce à quoi il tenait beaucoup, ce souvenir du petit terroriste. Je n'ai appris l'existence du petit terroriste qu'après avoir rencontré et connu Robert de Caumont depuis très longtemps. Mais en fait, je le retrouve bien dans ce titre, parce qu'on peut être terroriste sans armes, hein, au niveau de l'argumentation. Et là, je crois qu'il était capable de ne jamais lâcher et donc d'être présent à toutes les circonstances où les choses pouvaient avancer. Il a été de ceux qui
Alors j'ai entendu dire que Henri Savornin était dans la salle, je serais heureux de le saluer, j'ai déjà vu Jean-Charles Simian. Je peux vous donner quelques nouvelles. Je peux vous donner quelques nouvelles de Jean Briane. Il a été de ce petit groupe qui, dès le départ, effectivement, a souhaité que cette association puisse voir le jour et qu'il y ait cette force au service de la montagne et des montagnards qui existe et qu'elle s'appelle l'ANEM. De tout cela, bien évidemment, on ne peut que lui être reconnaissant. Et si aujourd'hui on salue avec quelque émotion cette disparition, ce n'est pas sans avoir la conviction qu'il aura jusqu'au bout tout donné pour le militantisme qui a été le sien. Vous avez cité le Code de la montagne. C'est un investissement qui a été le plus important dans les 10 dernières années de sa vie. Il y a réussi, comme toujours, mais il y a réussi par la force de son caractère, par la détermination de ses engagements, mais aussi, vous avez bien fait de le dire, dans le petit montage qu'on vient de voir, par l'accompagnement qui a toujours été celui de Janine, son épouse. Aussi, est-ce avec une particulière émotion qu'effectivement nous enregistrons sa disparition, et merci à l'ANEM et merci à ce 33e congrès d'avoir voulu lui rendre cet hommage mérité. Merci. Merci beaucoup, Louis, pour ce témoignage. Je voudrais également associer à cet hommage 3 anciens membres du comité directeur qui nous ont également quittés cette année. Je veux parler de Jean-Claude Frécon, sénateur de la Loire, François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées, Jean Houillon, maire de Saint-Victor-la-Rivière, commune du Puy-de-Dôme. Je vous demande également ici dans les Alpes de Haute-Provence d'avoir une pensée particulière pour Gilbert Sauvant, député et président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, qui nous a récemment quittés, et je vous demande de bien vouloir observer avec nous 1 minute de silence.